Intégrer un couvert entre une culture d'hiver et une culture de printemps est souvent perçu par de nombreux agriculteurs comme une contrainte imposée par la directive nitrate, avec surtout le coût de la semence, la gestion de l'implantation et de la destruction, et bien sûr avec le risque qu'il peut y avoir sur la culture suivante. Mais par cette vidéo, le groupe coopératif Scale et la société Carnot souhaitent vous montrer que les enjeux agronomiques, environnementaux et économiques des cultures intermédiaires sont bien plus importants que les contraintes réglementaires. La vocation première des cultures intermédiaires, c'est d'être des scippants, c'est-à-dire de piéger les éléments minéraux du sol, et bien sûr plus spécifiquement les nitrates. Et ensuite, elles vont recycler ces éléments. Donc forcément, avec les couverts, on va avoir des aspects nutritifs, car après leur destruction, ils vont libérer des éléments minéraux dans le sol. Parallèlement, il y aura une fabrication de matières organiques, une amélioration de l'organisation structurale du sol, un renforcement de la diversité biologique de la parcelle et un contrôle du salissement. Donc, en maîtrisant son système de production et en choisissant le bon couvert pour l'interculture, il est possible d'améliorer la fertilité du sol, et cela sans aucune conséquence sur le rendement de la culture suivante. Cependant, il faudra pour cela détruire le couvert au bon moment afin de ne pas assécher les sols. Donc François, alors peux-tu nous expliquer pourquoi faire des engrais verts pendant la période d'interculture? Donc j'ai commencé il y a une dizaine d'années à arrêter de labourer parce que j'ai des terres qui sont très superficielles avec beaucoup de pierres. Et donc naturellement j'ai rangé la charrue de côté. Et petit à petit je me suis rendu compte qu'il fallait mettre une plante qui travaille le terrain durant l'hiver. Les racines des intercultures ameublissent le sol. Et au printemps, je peux semer en direct, sans travailler. Et j'ai une terre qui est meuble, qui se ressuie aussi rapidement que les terres labourées, parce que le système racinaire permet à l'eau de s'infiltrer. Et donc tout ça tu l'as vu donc à plus ou moins long terme, comment ça s'est passé cette évolution? Au départ, donc c'était surtout l'aspect technique, donc ce travail du sol qui m'a conduit. Et comme tout le monde, j'ai commencé avec des couverts de moutarde. Et puis petit à petit, je me suis orienté vers un couvert multi-espèces. Donc là, on a un couvert, un mélange de facélie, de radis chinois, de tournesol, d'avoine et également de légumineuses, de la vesse, pour maintenant augmenter la fertilité des sols. De l'aspect du problème technique de cailloux, je suis arrivé maintenant à l'aspect fertilité des sols. Et mon objectif, c'est, en plus d'avoir un sol meuble au printemps, je voudrais également un couvert qui apporte de l'azote pour la culture suivante. Pourquoi cette association, on va dire semis simplifié et couvert, ça enrichit ton système? La matière organique du sol augmente déjà du fait d'arrêter le labour. Lorsqu'on laboure, on accélère la minéralisation, la décomposition de la matière organique du sol. Donc le fait d'arrêter de labourer diminue cette destruction de matière organique, et le fait de faire des engrais verts ramène de la matière organique supplémentaire à celle de la paille des cultures. Donc petit à petit, on augmente la matière organique du sol, on augmente la fertilité du sol. Mon objectif, c'est d'augmenter de 1% ma matière organique, de passer de environ 2,5-3% à 3,5-4% de matière organique. Et grâce à ça, j'augmenterai donc d'une part la fertilité, mais également la réserve utile, la capacité du sol à garder de l'eau durant les périodes sèches. Et donc dans notre zone, qui est une zone très sèche, puisqu'il pleut moins de 500 mm d'eau par an, c'est vital. Et est-ce que tu as vu une évolution au fil du temps par rapport à ta structure de sol? J'ai un sol qui fonctionne effectivement, qui fonctionne bien, qui se ressuie facilement après les pluies. Je peux intervenir rapidement, aussi rapidement que quelqu'un qui aurait travaillé son terrain avant de semer.
Et je constate que mes plantes souffrent moins de la sécheresse que mes voisins. Lorsque mes voisins commencent à arroser au printemps, je sais que j'ai encore quasiment une semaine avant que mes plantes, avant que mes cultures souffrent également de la sécheresse. Cela, c'est grâce à la matière organique qui s'accumule, grâce à la réserve utile qui augmente. En couvrant le sol et en produisant de la biomasse, les couverts intermédiaires peuvent développer et maintenir certains ravageurs ou certaines maladies. Cependant, en réalité, c'est beaucoup plus complexe. En effet, on a une véritable chaîne trophique qui se met en place, avec des ravageurs, mais aussi des auxiliaires. Alors, il y a deux intérêts. Le premier, c'est de favoriser les abeilles, et le deuxième, de créer une niche écologique dans les parcelles où il y a des cultures intermédiaires. On sait par exemple que les moutardes et les radis ont tendance à attirer les charançons, les tentraides et les altises. Donc ils peuvent permettre de réduire les dégâts dans des parcelles de colza voisines. Il en est de même pour les pucerons qui sont attirés par la couleur verte des couverts, mais pour cela il faudrait une véritable dynamique locale. Juste après la récolte, on va voir des reliquats d'éléments minéraux dans le sol, qui sont d'autant plus importants que la récolte a été mauvaise. Et à ce moment, va commencer la minéralisation de l'azote organique de l'humus et la minéralisation de l'azote organique des résidus. Alors dans le même temps, on va avoir un phénomène qui s'appelle l'organisation. Donc ça, c'est l'absorption d'éléments minéraux par les micro-organismes. En fait, plus on a de carbone dans la plante, et plus les micro-organismes vont consommer de l'azote pour assimiler ce carbone. Donc l'enjeu en intégrant des cultures intermédiaires entre deux cultures, c'est de modifier tout ce stockage et tous les flux d'éléments minéraux qu'il peut y avoir dans le sol. Alors au moment de la levée, tous les couverts fonctionnent de la même façon, que ce soit des légumineuses ou non. Les systèmes racinaires se développent et ils vont piéger les nitrates dans le sol. Et tant qu'il y aura beaucoup d'azote minéral dans le sol, eh bien, les légumineuses ne vont pas faire de fixation d'azote atmosphérique. Alors pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple et c'est moins coûteux en énergie de prélever de l'azote minéral dans le sol que de fixer de l'azote atmosphérique. Mais bon, d'une façon générale, les nodosités des légumineuses se forment assez rapidement, ensuite elles s'activent et la fixation d'azote atmosphérique peut se faire. Mais cet azote, c'est en priorité pour les besoins de la symbiose rhizobium-légumineuse. Et c'est alors, après, qu'on pourra avoir des excès d'azote. Donc des excès d'azote avec une libération au niveau du système racinaire. Ça s'appelle la rhizodéposition. Mais donc, avant la décomposition, on n'a pas beaucoup de relargage d'azote minéral, même avec des légumineuses. C'est surtout après la décomposition, car en fait les légumineuses sont très riches en azote. Donc c'est à ce moment qu'elles vont libérer tous les éléments minéraux, avec les parties aériennes et avec les parties racinaires. Pour tous les autres couverts, c'est différent. Plus leur cycle avance et plus la proportion de carbone dans la plante est importante. Et moins la restitution d'azote à la culture suivante est forte. Et elle sera aussi beaucoup moins rapide. Alors pourtant, dans la plante, la teneur en carbone, elle reste à peu près constante entre 39 et 41%. C'est la teneur en azote qui va diminuer au fil du temps. Donc là, en fait, on a un effet dilution. Plus il y a une création de biomasse, et puis plus l'azote va se trouver dilué dans la plante. Alors pour profiter d'une restitution rapide d'azote, eh bien clairement, il faut prendre des variétés tardives, donc de crucifères, c'est préférable, ou des légumineuses. Depuis toujours, l'homme n'a jamais réellement utilisé de techniques pour protéger ses sols, notamment de l'érosion et des effets secondaires sur la fertilité. Mais aujourd'hui, le challenge est là. Produire plus, produire mieux, tout en préservant l'environnement. La dynamique du sol est donc un élément majeur pour atteindre cet objectif. Le choix des couverts intermédiaires rentre dans cette logique. Leur intégration dans la rotation est importante. Il est obligatoire de les gérer sur le long terme pour en voir les effets et en apprécier les bénéfices. Maintenant, je vous invite à visualiser la deuxième partie de cette vidéo qui a pour thème les caractéristiques des différentes cultures intermédiaires.